Alors, l'IA générative, on en entend parler absolument partout. Des milliards sont investis, mais voilà, il y a un secret qui commence à faire surface. Pour la grande majorité des entreprises, eh bien, ça ne marche pas. C'est même un échec. La grande révolution qu'on nous promet, elle n'est pas au rendez-vous. On va plonger ensemble au cœur de ce problème, de cette fracture, pour voir ce qui se passe vraiment. Regardez ce chiffre, 95%. C'est énorme. C'est une étude du MIT qui le dit. Et ça résume tout le problème. Pensez-y, malgré des milliards de dollars sur la table, 95% des boîtes ne voient rien. Aucun bénéfice de leurs investissements en IA générative. Je ne parle pas d'un petit retour sur investissement, je parle de zéro, nada. Cet écart, il est tellement immense que les chercheurs lui ont même donné un nom, la fracture de l'IA générative. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va essayer de comprendre qui sont ces fameux 5% qui y arrivent, et surtout, qu'est-ce qu'ils font de si différent des autres. Bon ok, mais concrètement, ça veut dire quoi échouer avec l'IA? Parce que c'est un grand mot. Laissons de côté les belles paroles marketing un instant et allons voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. On nous bassine à longueur de journée que l'IA va tout changer, dans tous les domaines. Mais quand on regarde les chiffres, la réalité est bien différente. Sur 9 grands secteurs analysés, il n'y en a que 2, la tech et les médias, qui sont vraiment secoués. Pour tous les autres, l'impact est quasi inexistant. La fameuse grande disruption, pour l'instant, elle n'est tout simplement pas là. Et cette frustration, on la sent vraiment sur le terrain. Écoutez ce que dit ce directeur des opérations, c'est assez parlant. Le battage médiatique sur LinkedIn dit que tout a changé. Mais dans nos opérations, rien de fondamental n'a bougé. Ça résume parfaitement le fossé qu'il y a entre la promesse et ce qui se passe réellement dans les entreprises. Et pourtant, attention, ce n'est pas faute d'essayer. Loin de là, 60% des entreprises se lancent. Elles démarrent des projets d'IA sur mesure. Mais après, c'est la dégringolade. À peine 20% arrivent à la phase de test, au pilote. Et au final, tenez-vous bien, seulement 5% arrivent à être vraiment utilisés en production. C'est ce qu'on appelle le cimetière des projets pilotes. Alors, la question c'est, où va tout cet argent? Eh bien, il va massivement vers les départements qui se voient le plus, le marketing et les ventes. Logique, on se dit que c'est là que les gains sont les plus rapides. Mais comme on va le voir, c'est une erreur. Les vrais trésors, les économies qui changent vraiment la donne, ils sont cachés ailleurs. Ok, on a vu le constat. C'est assez sombre. Maintenant, passons au pourquoi. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi cet échec massif? L'étude met le doigt sur une raison fondamentale. Une raison à laquelle, franchement, on ne pense pas tout de suite. Spontanément, on pourrait se dire, bon, les freins, c'est la régulation, c'est la qualité des données, ou peut-être le manque de développeurs, les suspects habituels, quoi. Mais en fait, pas du tout. La vraie raison, elle est ailleurs. Et elle est beaucoup, beaucoup plus humaine. Et là, voilà, la vraie raison. Le principal obstacle, ce n'est pas la technique, c'est l'humain. Les 2 plus gros freins, ce sont, primo, la réticence des employés à changer leurs habitudes et à adopter de nouveaux outils, et secondo, leur manque de confiance dans la qualité de ce que l'IA produit. Tout se joue là-dessus, l'adoption par les équipes et la confiance. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez dingue. À la maison, le soir, tout le monde utilise des outils comme ChatGPT et trouve ça génial, c'est simple, c'est efficace. Mais une fois au bureau, les outils d'entreprise officiels, qui sont souvent basés sur la même technologie, eh bien ils sont rejetés, jugés trop compliqués, pas adaptés. Comment c'est possible d'avoir un tel décalage? Voilà, on touche au cœur du problème. Pour des petites tâches rapides, genre rédiger un mail, l'IA est plébiscitée. Mais dès qu'on parle de projets complexes avec de vrais enjeux, 90% des gens préfèrent encore se tourner vers un collègue humain. Et pourquoi? Parce que les outils d'IA d'entreprise actuels sont un peu bêtes. Ils manquent de mémoire, ils ne comprennent pas le contexte global, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est exactement ça le déficit d'apprentissage. Mais attention, le tableau n'est pas tout noir. Heureusement, il y a une porte de sortie, une stratégie qui fonctionne. Alors penchons-nous maintenant sur ces fameux 5% qui réussissent. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Et là, le premier enseignement est sans appel. Le voilà. S'associer avec un partenaire externe spécialisé, ça double les chances de succès par rapport à tout vouloir développer en interne. C'est 2 fois plus efficace. En clair, les boîtes qui réussissent, elles n'essaient pas de réinventer la roue. Elles achètent une solution et la personnalisent à fouet. Leur méthode, elle repose sur 4 points clés. 1. Elles exigent une personnalisation poussée à l'extrême. 2. Elles ne jugent pas la technologie, mais les résultats concrets. 3. Les idées de projet viennent du terrain, des managers qui connaissent les vrais problèmes. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, elles considèrent leurs fournisseurs comme de vrais partenaires, pas juste comme des vendeurs de logiciels. Et c'est là qu'arrive la grande surprise. Le retour sur investissement le plus massif, il ne vient pas du marketing ou des ventes, mais du back-office. Oui, des fonctions moins glamour comme la compta, les achats, le support. C'est en automatisant ces processus que les entreprises qui réussissent font des économies colossales de plusieurs millions par an,
notamment en réduisant leur dépendance à des agences ou des sous-traitants. Maintenant, changeons de casquette. On a vu les acheteurs, regardons du côté des vendeurs. Que font les startups et les fournisseurs d'IA qui, eux, arrivent à vendre et à déployer leurs solutions avec succès? On pourrait croire que pour choisir un fournisseur d'IA, les dirigeants regardent d'abord la performance du modèle, la puissance de la technologie. Mais en fait, pas vraiment. Les 3 critères qui arrivent en tête sont 1. Un fournisseur en qui ils ont confiance. 2. Un partenaire qui comprend vraiment leur processus métier. Et 3. La capacité du système à s'améliorer avec le temps. Donc les vendeurs qui signent les gros contrats, que font-ils? Ils commencent par un problème très précis, à forte valeur. Ils personnalisent leurs solutions de manière quasi agressive. Ils s'intègrent en profondeur dans les logiciels déjà en place. Et surtout, leur système est conçu pour apprendre et pour se souvenir. C'est ça la clé. Et pourquoi c'est si puissant? Un directeur informatique le dit très bien. Une fois qu'on a investi du temps pour former un système à comprendre nos processus, les coûts pour en changer deviennent prohibitifs. Traduction, un système qui apprend crée une dépendance. Il devient si précieux, si adapté qu'il est presque impossible de le remplacer. C'est un avantage concurrentiel énorme. Bon, pour finir, prenons un peu de hauteur. Cette fracture qu'on vient de décrire, ce n'est en fait qu'une étape. Parce que la prochaine vague d'IA qui arrive en entreprise, elle s'annonce encore plus révolutionnaire. Ce futur, ça s'appelle le web agentique. L'idée, c'est de ne plus avoir des outils d'IA qui travaillent chacun dans leur coin. Imaginez plutôt un réseau de systèmes d'IA autonomes, des agents, qui peuvent discuter, négocier et travailler ensemble sans aucune intervention humaine pour accomplir des tâches complexes. C'est la prochaine frontière pour les opérations d'entreprise. Mais avant d'arriver à ce futur, pour toutes les entreprises qui sont aujourd'hui du mauvais côté de la barrière, la marche à suivre est claire. Premièrement, arrêtez de vouloir tout construire vous-même. Achetez. Deuxièmement, donnez le pouvoir à vos managers de terrain, ce sont eux qui savent où sont les problèmes. Et troisièmement, choisissez des outils qui sont conçus pour apprendre et pour s'adapter. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vertigineuse pour l'avenir. Si les systèmes d'IA ne se contentent plus d'exécuter, mais qu'ils commencent à apprendre et à agir par eux-mêmes, alors comment est-ce qu'on va redéfinir la part du travail qui est, elle, uniquement humaine? C'est sans doute le plus grand défi qui nous attend, juste de l'autre côté de cette fracture.